say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Vous êtes formidables. Après avoir mis en lumière nos personnalités bretonnes, place cette année à nos communes formidables. Pour cette première, Guipel en Ille-et-Vilaine ouvre le bal. Guipel situé à une vingtaine de kilomètres de Rennes, 1740 habitants. Une commune où l'engagement se conjugue à tous les niveaux. Avec nous donc ce matin des Guipellois et des Guipelloises. Honneur aux dames, Isabelle Joucan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Guipel depuis 2020, agricultrice de profession. Vous êtes arrivée dans la commune alors que vous n'aviez qu'un an. Enfin, ensuite, il y a ceux qui s'installent après ce qu'on appelle un coup de cœur. Damien Asquette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des cofondateurs du Café des Possibles. Plus qu'un café, vous faites office aussi d'épicerie, de restaurant et de lieux culturels dans le bourg de Guipel. Et puis il y a Hassan Jeddelk. Bonjour. On vous connaît pour vos jus de fruits 100% local. Vous êtes producteur et dirigeant de l'atelier du Coucou, installé depuis plus d'une dizaine d'années à Guipel. Et attention, l'émission reste quand même ouverte à toutes et à tous. Vous n'êtes pas guipellois, mais nous sommes aussi ravis de vous accueillir. Thibaut Vimin, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association des Hameaux Légers. Vous accompagnez des communes comme Guipel dans des projets écologiques, durables et solidaires. Voilà pour les présentations. Bienvenue à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui découvrent peut-être Guipel ce matin, Isabelle Joucan, à quoi ressemble le Guipel que vous aimez ? Alors le Guipel que j'aime, c'est le Guipel accueillant, le Guipel qui accueille des nouveaux habitants, qui fait de la place et qui est capable d'ouverture. Donc on le ressent par la présence d'Hassan et de Damien. Et voilà, donc c'est le Guipel solidaire qui ouvre ses portes et qui fait du lien entre ses habitants. Et à quoi ressemblait le Guipel de votre enfance, puisque vous êtes arrivé sur la commune alors que vous n'aviez qu'un an ? Le Guipel de mon enfance, c'était différent. Guipel, c'est une commune rurale, donc avant tout. Aujourd'hui, il y a encore plus d'une trentaine d'exploitations agricoles. Et dans mon enfance, le souvenir que j'en garde, ça a été une enfance très heureuse, mais je pense qu'il y avait plus de division. On ressentait des animosités qui perduraient. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte justement que tout le monde se parle, qu'il y a un vivre ensemble qui se crée de façon naturelle. Donc on essaye d'apporter des réponses diverses et variées. Alors je dis on parce que j'assimile la municipalité, mais aussi les diverses associations qui maillent le territoire de Guipel. Aujourd'hui, on a presque une trentaine d'associations. Ça a toujours été le cas. Dans mon enfance aussi, c'était un fort terroir pour les associations. Et donc, de la pratique du tai chi chuan à la troupe amateur de théâtre, à l'association qui gère la grosse fête estivale des Festous, l'équipe des Escales Curieuses qui va prochainement, là, dans 15 jours, proposer un festival au bord de l'eau à la Plousière, avec une très belle programmation. C'est très dense. Ouais. Alors aujourd'hui, Guipel, c'est une commune de 1700 habitants. Vous avez rejoint les troupes un peu plus tard. Comment on en vient à flécher Guipel, Hassan Jeddelk ? Alors moi, c'était pas du tout à la base Guipel. Il fallait que je sois pas trop loin de Rennes, mais pas trop loin de la mer. Voilà, il fallait choisir entre les deux. Et c'était dans une zone qu'on avait choisie et qu'on essayait de trouver. C'était tout au hasard que j'ai découvert cette commune-là et que très rapidement, je suis tombé amoureux. Qu'est-ce qui vous a convaincu de sauter le pas ? Le cadre, je pense que c'était au hasard qu'on a choisi le pas, on va dire. C'est après avoir choisi que je me suis attaché à la commune, à des gens de la commune et les habitants de la commune. Alors vous, Damien Asquette, ce sont d'autres motivations qui vous ont amené. C'est plutôt un projet professionnel. Comment cette histoire a commencé avec Guipel ? Cette histoire, elle a commencé quand on a abouti au moment de notre projet avec deux autres amis, Yves de Montgolfier et Ludovic Thomas, et qu'on a réfléchi à ce projet d'épicerie, bar, restaurant culturel, et qu'à un moment, il a fallu qu'on se pose la question où on voulait être implanté. On voulait être pas trop loin d'une grande ville, pas trop près non plus, en Bretagne, de façon certaine, et principalement au nord de Rennes. Donc on a envoyé des dossiers à des communes, à des communautés de communes aussi.
Guipel a immédiatement répondu pour nous rencontrer et malgré le fait qu'on ait eu plusieurs rendez-vous à côté, c'est avec Guipel que les étoiles étaient alignées parce que y a une grosse conscience écologique au niveau de la mairie aussi. Il y avait un local qui était inexploité depuis près d'1 an et demi, l'ancienne épicerie. Et puis le feeling aussi, quoi, le besoin de voir cette ville reprendre un peu des couleurs avec un nouveau commerce, quoi. Justement, on va partir en direct de Guipel au Café des Possibles. Il est peut-être l'un des ambassadeurs historiques de la commune normale, puisqu'il a été maire pendant 3 mandats. Christian Roger, bonjour. Bonjour. Comment Alors, allez-vous? petite correction, pendant 2 mandats seulement. C'est pendant 2 mandats. Alors, ces profils comme peut-être Damien et Hassan, ces néo-ruraux, est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup bouleversé la commune de Guidel? Complètement. Guipel, C'est pardon. évident que il s'est passé, je sais pas trop quoi, l'alignement des planètes là depuis quelques années où on a vu arriver effectivement des porteurs de projets, des gens avec l'envie de ruralité et de redynamiser une commune comme Guipel. Donc c'était très bien. Moi j'attendais ça avec impatience, qu'on ait des gens d'ailleurs qui viennent arroser là où c'est sec. Et quels sont les défis pour un maire quand on voit sa ville s'agrandir comme ça, Isabelle Joucan? Les défis, Christian s'est présenté. Donc Christian, il a été maire pendant 2 mandats avant moi, donc il a mis un certain nombre de choses en place. Donc les défis, c'est de faire perdurer ce qui a été mis en place. C'est de poursuivre la transition écologique et énergétique sur les bâtiments, par exemple, et puis aussi inciter les habitants à aller dans ce mode de vie-là. Les défis, c'est le bien vivre ensemble, c'est arriver à faire en sorte que les gens se sentent bien dans la commune, qu'il n'y ait pas de tension entre telle ou telle partie de la population. Faire accepter les nouveaux aussi, donc pour que les gens se sentent bien, comme Hassan ou comme Damien, et qui souhaitent y rester. Le défi aussi, c'est de les accueillir, tous ces nouveaux, parce que on est face à une grosse problématique au niveau du département d'Ille-et-Vilaine. C'est très dynamique en accueil de population. Aujourd'hui, les communes de la 2e et 3e couronne de Rennes, on est appelé à recevoir beaucoup de nouvelles populations, et il faut les loger dans des bonnes conditions, tout en ayant en perspective la non-artificialisation des sols, qui va être un grand enjeu demain. Donc voilà, plein de défis et plein de choses à avoir en perspective. Ouais. Alors je vous propose maintenant de remonter le temps. On va replonger dans le Guipel des années 90. Je le disais, l'engagement fait partie de l'ADN de la commune. Exemple avec cette initiative de l'époque. Entrez. C'est petit, il y a encore un peu de place. On s'est carrément bousculé ce matin à la bibliothèque de Guipel, un local exigu de 20 mètres carrés généralement moins fréquenté. Dans le cadre du temps des livres, les 1500 habitants du village avaient la possibilité de venir choisir un des titres qui leur était offert à l'occasion et ils ont marché. L'initiative est partie de 2 jeunes femmes, toutes 2 bibliothécaires bénévoles dans la commune, qui un jour, en lisant un magazine, ont appris qu'il existait dans la région parisienne des associations qui se donnaient pour mission de récupérer des livres neufs auprès des éditeurs pour les distribuer dans les cités défavorisées. Ces livres sont des retours de libraires que les éditeurs récupèrent et vont mettre au pilon. Ça nous a pris du temps, maintenant compliqué, on ne peut pas vraiment dire que ça a été compliqué. Est-ce que les portes auxquelles vous avez frappé ont répondu? Certaines oui et puis certaines non. En fait, pour faire aboutir le projet, il fallait à Nicole Janto et à Claudine Mochet trouver 3 000 francs. Ce sont les 16 associations que compte la commune qui finalement ont mis la main au porte-monnaie et prêté main forte aux 2 jeunes femmes pour aller chercher à Paris et transporter les livres. Alors, j'avais choisi plusieurs, je crois que c'est sur le thème de l'inceste en fait. C'est vrai que j'ai fini par prendre celui-là. Oui, les pères criminels. C'est un passe-temps bien sûr, mais c'est agréable aussi. Ça nous fait vivre autre chose. Ça nous fait rêver un petit peu. Et vous lisez quoi de préférence? Plutôt des revues, c'est plus facile, c'est moins long à lire. Dimanche prochain, l'opération sera reconduite pour tous ceux qui aujourd'hui n'ont pu se rendre à la bibliothèque. Des bénévoles distribueront ensuite à domicile les livres de ceux qui n'auront pu se déplacer. Alors, je vous voyais tous sourire en regardant ces archives parce que Nicole et Claudine habitent toujours dans la commune, Isabelle Joucan. Oui, elles sont toutes les 2 investies, toujours dans le milieu associatif. Ça fait plaisir de revoir des images comme ça. La bibliothèque, ça fait partie de mon enfance. C'était à l'initiative justement de Christian, de son épouse Jacqueline, dont on ne parle pas aussi. Ouais. Et moi, je l'ai fréquenté dès que j'ai eu 6-7 ans. Voilà, ça a aussi apporté beaucoup à la commune, tout ce tissu associatif de gens qui s'engagent
dont Nicole et Claudine, oui. Christian Roger, ce sont des images qui vous rappellent des souvenirs? Oh là là, oui, bien sûr. Que de bons souvenirs ces moments-là, effectivement. Et puis on était jeunes, on était fous. Donc on ne savait pas que plein de choses étaient impossibles, alors on l'a fait. Alors l'engagement, c'est ce qui vous lie tous ici. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans l'idée de participer à la vie municipale très tôt, puisque vous avez fait partie du Conseil des jeunes, Isabelle Joucan? Oui, je sais pas. Voilà, on est peut-être prédestinés pour ça. Moi, très jeune, effectivement, je me suis engagée dans les mouvements associatifs de la commune. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer au conseil municipal des jeunes, de voir qu'on pouvait proposer des choses qui pouvaient faire évoluer. Et quand, avec Christian, on a eu la possibilité de prendre en main les affaires de la commune, comme on dit, entre le premier et le deuxième mandat, quand on allait voir des gens pour les faire s'engager, et ils nous demandaient mais pourquoi. Et en fait, c'est le plaisir et le bonheur de voir comment on peut transformer sa commune, lui apporter des choses. Et voilà, quand on traverse Guipel, on se dit grâce à ma petite pierre, j'ai réussi à faire avancer sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là. Alors justement, votre petite pierre, Damien Asquette, c'était le Café des Possibles. Peut-être comment s'est passée l'installation, et puis nous raconter aussi que c'est un fonctionnement assez particulier. C'est ça, on est en société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de sociétaires qui ont investi dans le capital et qui peuvent participer à la vie du café sur plusieurs modes différents, en étant membre du conseil coopératif, par exemple, qui se réunit tous les mois, ou membre des commissions thématiques comme la programmation, les finances ou les fournisseurs. Et du coup, notre installation, elle s'est faite dans l'épicerie qui était inexploitée. Ouais, vous êtes dans le centre-bourg, c'est vraiment. Ça. On est vraiment sur la place du village, comme on dirait. Une minute à pied de l'église, même pas. Et du coup, on a dû faire pas mal de travaux, où on a fait participer les artisans de la commune pour les gros travaux qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Et on a fait des chantiers participatifs avec les sociétaires, justement pour rénover un peu les locaux et avoir quelque chose qui soit exploitable avec nos 3 activités. Christian Roger, à quel type de besoin venait répondre l'ouverture du Café des Possibles à Guipel? Écoutez, nous voyons tous des communes qui investissent à développer leur bourg, à améliorer, à fleurir, à refaire les rues, les trottoirs, les parkings, etc. Mais en fait, les 3/4 du temps, il manque vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie même du cœur du bourg. Et ça passe forcément, bien sûr, par de nouveaux habitants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça passe surtout aussi par des lieux qui créent du lien. Des lieux, alors le pari est pas facile à gagner, c'est sûr, ça demande à tenir sur le long terme, parce que nous avons vécu 40 ans de décrépitude un peu et de bourgs-centres qui se meurent, avec une manière de développer avec l'étalement urbain et tout ce qu'on sait, et qui a un peu tué l'âme des bourgs. Or, quand vous voyez un projet avec 3 loustiques comme Damien et Yves et Ludo arriver, forcément vous dites là on va pas les lâcher ceux-là, quoi, parce que c'est ça que moi j'attendais, c'est ça que d'autres attendaient aussi, faire autrement et arriver avec ces multiples activités au cœur du bourg qui créent du lien, qui créent du service. Et puis un bourg sans commerce, c'est pas un bourg en fait, hein. Et un bourg sans culture, c'est pas un bourg non plus, etc. Et on a essayé aussi de positionner au fur et à mesure, et la nouvelle équipe continue à donner une place prioritaire justement à ces lieux-là dans les aménagements de bourg, en facilitant l'accès, en facilitant les voies douces, etc., en paysageant et en créant l'envie de s'y arrêter en fait. Damien Asquette, est-ce que c'est facile finalement de s'intégrer dans ce bourg? Est-ce que vous avez eu affaire à des réticents, des sceptiques qui vous voyaient arriver d'un mauvais œil, genre ces néo-ruraux qui débarquent dans mon bourg? Oui, forcément. C'est pour ça que, avant même que la société coopérative soit créée, on a fait une réunion publique où il y a eu plus de 100 personnes et où on a pu présenter le projet, mettre tout à plat, répondre aux fausses rumeurs aussi. C'est un village, hein, ça reste un village, donc forcément le bouche à oreille fait son travail et pas forcément toujours pour le bien. C'est quoi les fausses rumeurs par exemple?
qu'on allait faire concurrence au tabac, par exemple, mais on ne vend pas de tabac. Enfin, il y avait plusieurs fausses idées, pas forcément très graves, mais qu'il fallait qu'on réussisse à démonter et qu'on puisse présenter clairement et simplement qu'on voulait juste redynamiser le centre-bourg et ramener aussi, pas seulement un commerce, mais aussi de la culture, du lien et un lieu d'accueil pour certaines associations aussi qui permettent du lien entre les Guipellois et pas seulement les clients du café, mais de façon intergénérationnelle sur notamment, je pense à la Luciole, sur des conversations en anglais où ça va de 15 à 70 ans. Donc, Justement, ça doit être une sacrée organisation puisque vous êtes restaurant, épicerie, lieu culturel avec quand même une toute petite équipe. C'est ça, on est 3. Yves est responsable de l'épicerie. Et il s'occupe un peu de toute la partie administrative. Moi, je suis responsable du bar, donc en lien aussi avec la culture. Je fais le lien entre la commission programmation et les artistes qu'on reçoit. Et je m'occupe aussi de la communication. Et en ce moment, c'est Amy qui est en cuisine, qui est arrivée au début de l'année là, et qui a déjà pas mal de boulot avec la cuisine. Donc, on ne lui a pas rajouté de mission. Et comment il se transforme ce lieu? Comment il passe d'un bar à une épicerie, puis à un lieu culturel? Eh ben, l'épicerie reste en place dans une salle qui lui est dédiée. Et après, la salle de restauration elle passe en salle de concert avec de l'huile de coude et on porte les tables à l'extérieur et on fait un peu de place, on met une petite scène et puis ça fait un petit cocon qui permet de passer soit un moment musical quand c'est des concerts, théâtral quand c'est des conférences gesticulées ou du théâtre d'impro. C'est une salle qui est quand même assez fonctionnelle et assez intimiste pour les spectacles qui s'y passent, quoi. Alors Hassan Jeldek, vous êtes aussi sociétaire du Café des Possibles. Le Café des Possibles, il représente quoi pour la commune de Guipel? Eh ben, c'est le cœur du bourg, tout simplement. C'est là où on fait une pause, c'est là où on croise des copains, c'est là où des idées émergent, convergent, ça se partage. C'est là où on passe du temps et on sait qu'on peut donner un peu de temps. Ces temps-là, ça va être utile. Comme il a précisé Damien, on a participé à rénover ce lieu-là et on savait que c'était notre lieu à nous tous. Du coup, ça motive à donner et peut-être pas comme les élus, ils voient les monuments ou des travaux faits et ils disent que c'est grâce à un pierre. Mais moi, quand je passe devant les cafés, j'ai mis aussi ma pierre là-dedans. J'ai contribué aussi. Et on s'approprie du coup, ces lieux. Et c'est vrai que 15 jours de l'été, quand c'est fermé... on les sent passer. Ah bah on le sent, on le sent que le bourg est mort, on le traverse et... Il n'y a pas de vie, Il y a aussi une volonté de faire converger toutes les forces locales. Comment ça se concrétise au quotidien pour vous? Au quotidien, c'est déjà d'être un lieu d'accueil. Ça arrive très régulièrement que le soir, il y ait des réunions d'associations qui se passent au café. Mais aussi de permettre à des associations de travailler ensemble aussi. Et des producteurs. Et des producteurs. On travaille avec énormément de producteurs en direct. C'est le cœur la de veine, votre... le cœur de ce projet action. quand même. C'est le marché de Noël aussi avec les autres commerçants du village, parce qu'il y a aussi une forme d'entraide entre les différents lieux, parce qu'on a aussi, on va se permettre de saluer Laura et Mickaël, les boulangers de la commune qui sont arrivés depuis 10 ans. Ça aussi, à Guipel, c'est une force. On a un tissu commerçant et artisan renouvelé. En fait, c'est beaucoup de jeunes d'une trentaine d'années. Il y a les 3 frères Champalone au niveau du garage automobile. Voilà. Donc, c'est plein de choses. C'est aussi un marché des créateurs que vous faites aussi en investissant des lieux extérieurs. Ce que vous dites aussi, c'est que tout le monde se connaît finalement à Guipel. Ah bah voilà, c'est la vie de village, effectivement. On se connaît, on se salue, on connaît les enfants et c'est très drôle. On croise des enfants dans la rue qui apostrophent par le prénom. Donc voilà, c'est... Effectivement, vous demandiez c'était quoi le Café des Possibles. C'est un peu là que bat le cœur de Guipel, oui. On va continuer à parler des forces vives. Hassan Jeldek, comment on en vient à produire des jus pour le restaurateur que vous étiez?
Ah oui, parce que j'étais restaurateur et j'étais un citadin à centre-ville de Rennes et l'idée c'était de créer à la base un restaurant avec des produits et avec les producteurs de locaux. Et rapidement je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre dans le frigo du restaurant les bières locaux, les cidres locaux, mais tout ce qui était de soft, on n'avait rien, des jus de fruits surtout, on n'avait rien de locaux, en petit format, en bio, local. Et que quand je me suis installé à Guipel, j'avais des vergers, et qu'avec quelques moutons dans les vergers. Et je ne suis jamais agriculteur, même si certains journalistes, ils ont écrit que j'étais un agriculteur et restaurateur. Non, j'étais jamais Vous êtes restaurateur. J'étais restaurateur pendant très longtemps à Rennes, le Coucou Rennais. Je salue l'équipe aujourd'hui. Et voilà, à partir de mes vergers, j'ai fait des jus de pommes pour mes clients. Pas d'étiquette, pas de graphisme sur mes bouteilles, mais... Simple. Ouais, une toute simple. Et on marquait à la main dessus, fait maison, notre jus de pomme de notre jardin, notre ferme, on l'a appelé de ma petite boue de Guipel. Et le succès était immense et très rapidement, il me manquait des pommes en fait. De mes petits vergers, ça ne suffisait pas. Ouais. Je salue Henri Sanson qui avait un verger tout près de chez moi, qu'il habite un peu plus loin, il n'arrivait pas s'en occuper trop. Et du coup, j'ai commencé à ramasser les pommes d'Henri, puis les pommes de Christian qu'on a vues aussi, etc. Et l'atelier du coucou s'est agrandi finalement. Il n'existait pas atelier du coucou. Du coup, j'ai essayé de produire des jus pour mon resto, puis pour d'autres cafés, bars, restaurants rennais, des voisins, des copains, des lieux alternatifs, des cafés bio qui voulaient vendre des produits comme les miens. Du coup, j'ai commencé à le livrer. Et il y a 3 années, à peu près 4 ans, quand je me suis séparé du restaurant, j'ai vendu à mon cuisinier. Et l'activité jus de fruits est devenue mon activité principale. Et aujourd'hui... Ça fait combien de bouteilles par an aujourd'hui ? Là, la cape de 100 000 bouteilles en a franchi. Ah oui. Il y a plein de nouveaux perspectives, de propositions de partenariat sur la place de Rennes. Et justement, est-ce que vous avez envisagé de transformer des légumes en jus ? On le fait déjà. Ah, d'accord. Okay. On le fait, les tomates, parce on s'est rendu compte que les maraîchers, ils m'ont proposé leur surplus de l'été quand les gens ils sont en vacances et que la potager, elle donne bien. Et du coup, j'avais commencé à acheter leurs légumes pour mon resto, faire mes ketchup, mes coulis, mes sauces. Mais la tomate était énorme, donc on a commencé à faire les sauces jus de tomate. Et aujourd'hui, jus de tomate, c'est vraiment une grande activité dans les jus de légumes, mais aussi des jus de carottes, épinards, persil. On travaille beaucoup de légumes et on fait aussi des mélanges, en création vu que je suis un passé cuisinier. Vous mêlez toutes vos passions. Je cuisine les jus, on arrive à mélanger les différents jus de légumes et fruits. Ouais. Allez, on continue à parler de Guipel en Ille-et-Vilaine, 1740 habitants, une commune qui mêle engagement solidaire et projet écologique. C'est un des chantiers en cours. Guipel veut se lancer dans un hameau léger. Alors Thibaut Villemin, vous êtes un peu notre expert sur cette question aujourd'hui. De quoi parle-t-on quand on parle d'hameau léger ? Un hameau léger, c'est un éco-hameau participatif et accessible financièrement. L'idée, en fait, c'est d'amener des habitats, ce qu'on appelle réversibles, qui peuvent être soit démontables, soit mobiles, soit transportables ou même compostables. Et ils ont tous en rapport, en fait, qui peuvent mettre le sol dans l'état initial une fois qu'ils sont démontés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser de dalles béton, du coup, ils ont une vertu assez écologique. Et en plus, c'est des habitats qui sont plus faciles à autoconstruire. Donc, il y a cette accessibilité de se dire, si on est dans une démarche d'autonomie et qu'on construit son propre habitat, c'est accessible. On voit d'ailleurs quelques exemples de hameaux légers. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure ? Isabelle Joucan. Oui, vous m'aviez posé la question, donc j'ai essayé de me remémorer le fil de l'histoire. C'est vrai que pendant le mandat précédent, on s'y était déjà intéressé. On a eu l'occasion d'accueillir l'Assemblée nationale des Colibris au mois de septembre 2020 à Guipel, où Hameau Léger intervenait. Et en fait, cette histoire d'habitat réversible, on le vivait tous, nous les élus locaux, parce que on a très souvent des demandes pour poser une yourte, pour installer une tiny house, des fois dans des hameaux, des fois dans le village. Et du coup, ça nous a questionnés et on a eu envie de se pencher sur la question pour voir comment on pouvait proposer ce genre d'habitat, le faire en sorte que ce soit dans le tissu urbain, comment on faisait pour mixer les habitats, les habitudes aussi.
Et puis, c'était aussi la question du foncier qui devient compliquée à acquérir, les formes d'habitat qui sont relativement chères pour les plus jeunes. Donc voilà, on essayait de répondre un peu à ces thématiques-là en se rapprochant de Hameaux Légers. Et justement, comment on accompagne des communes comme Guipel sur un tel projet? C'est un projet au long cours, j'imagine. Oui, tout à fait. Enfin, il y a plusieurs étapes. Du coup, la première étape, c'est de poser le cadre. On parle d'études de faisabilité. Du coup, c'est en concertation avec les habitants. On pose un cadre en définissant le projet, en expliquant, comme on le fait là, en fait, quel est le principe de ce que c'est qu'un hameau léger. Et ensuite, on essaye de détailler les éléments structurants du projet tout en laissant en fait, un maximum de liberté au futur groupe d'habitants. Du coup, on a pu définir qu'il y aurait 6 à 8 logements sur le terrain. On a pu définir quel terrain c'était, le présenter, aussi les caractéristiques de ce terrain. Et ensuite, après cette étude de faisabilité, si on a vérifié que c'était faisable sur des aspects architecturaux, réglementaires, financiers, etc., on passe à une étape suivante, qui est l'appel à projet. Et là, l'idée, c'est de former des groupes, du coup, qui pourraient vivre dans cette... D'habitants Voilà, des groupes d'habitants qui pourraient vivre dans cet éco-hameau, puisque c'est de l'habitat participatif, donc ils sont amenés à partager des espaces communs. C'est une clé de voûte du projet. Oui, l'habitat participatif. L'implication des habitants. Comment il a été accueilli, ce projet, par les Guipellois? Vous avez fait un certain nombre de réunions publiques. Oui, ça a été annoncé, il y a eu des réunions publiques, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de retour négatif des choses. Nous, en plus, on était la commune, on avait lancé depuis à peu près 8 mois là, des études préopérationnelles, puisque on se questionne beaucoup sur... comment sera Guipel dans 15 ou 20 ans, comment on fait justement pour continuer à avoir ce village qui est apaisé, facile à vivre, agréable, avec des cheminements. Donc voilà, tout ça participait. On avait repéré dans notre tissu urbain un espace qu'on appelle la vallée verte, qui se trouve en dessous de l'EHPAD, qui est vraiment très naturel. Et ça s'est fait naturellement aussi, ça a matché avec l'idée d'y poser un hameau léger, en fait, quoi. Alors, hameau léger accompagne des communes, mais aussi des particuliers. Ça peut donner des idées à celles et ceux qui nous regardent. Exemple avec cet atelier d'autoconstruction mené à Évran, au sud de Dinan. Reportage de Myriam Thiebaud et Jean-Marc Seigné. Il faut laisser 2 mm pour pouvoir mettre le cordon de silicone et au cas où le verre ou le bois travaille... On appelle cela de la low-tech. Et si cette tech est basse ou low, elle n'en reste pas moins précise. Ici, des stagiaires apprennent à construire un chauffe-eau à partir d'un ancien radiateur, d'une vitre et d'un ballon d'eau chaude, comme on en trouve plein les déchetteries. Vous branchez l'eau courante en bas du radiateur et comme l'eau chauffe, elle circule dans le radiateur, elle chauffe, elle remonte dans le ballon. Et ensuite, vous avez l'eau chaude dans votre ballon pour la douche. Certains sont venus de loin pour maîtriser cette technologie, comme Fabien, arrivé d'Alsace. Le jeune homme était géomètre des réseaux numériques avant d'avoir d'autres projets. J'envisage un jour d'avoir une maison la plus passive possible et avec mes propres moyens. Donc là, ça permettrait d'être un peu d'économiser de l'énergie sur la chaleur qu'on devrait utiliser pour chauffer l'eau. Claude aussi entend construire de ses mains un habitat léger pour s'y installer. Il vient d'acheter un terrain en Mayenne qu'il souhaite ouvrir aux visiteurs. Le projet, c'est d'avoir un lieu ouvert à l'extérieur et sur lequel je peux être en autonomie, à la fois énergétique et alimentaire. Et le but, c'est d'accueillir aussi des gens pour leur montrer que c'est possible. Autonomie, c'est le maître mot. On le retrouve dans la bouche des formateurs, de jeunes ingénieurs diplômés qui ont quitté la high-tech pour lui préférer la low. Pour nous, c'est beaucoup plus important finalement que les gens ils sachent le refaire et qu'ils puissent peut-être le refaire avec leurs voisins, avec leur famille, etc. Plutôt que de leur livrer un panneau clé en main où en fait ils ne vont pas savoir exactement comment il fonctionne et puis dès qu'il va tomber en panne, ils vont de nouveau être dépendants d'une chaîne de réparation de quelqu'un de l'extérieur. Alors que là, le but, c'est vraiment de leur donner les clés, les outils pour qu'ils soient autonomes. Le stage de 5 jours coûte 360 €, incluant l'hébergement et les repas sur place. À la fin, chacun est encouragé à organiser à son tour un stage pour transmettre son savoir-faire. Voici l'une des actions menées par Hameaux Léger. En fait, ce qui est central dans votre approche, c'est le savoir-faire par soi-même. C'est important, ça.
C'est une démarche d'autonomie, du coup. Ouais. C'est en fait se réapproprier des savoir-faire, s'émanciper par certains aspects. C'est vrai que là, on parle pas mal d'énergie aussi quand on parle des low-tech, parce qu'il y a des questions d'économie d'énergie, il y a des questions d'efficacité d'énergie, et sans utiliser d'électricité dans la plupart des cas. Et du coup, effectivement, on peut avoir des poêles de masse, on peut avoir des chauffeaux solaires. Il y a plein de technologies qui ne demandent pas d'électricité et qui, pour autant, sont technologiques, donc qui sont avancées et efficaces. À Guipel, autre dynamique écologique, celle des survoltés. C'est une coopérative d'énergie citoyenne. Christian Roger, vous en êtes le président de cette coopérative. Quelle est l'ambition des survoltés? Alors, peut-être revenir un petit peu à la genèse de cette coopérative, qui est le même statut que le Café des Possibles, coopérative d'intérêt collectif. Lorsque nous avons été élus en 2008, nous avions bien sûr cette volonté de transition énergétique, et donc les élus se sont emparés de la thématique. On fait beaucoup de choses, isolation des bâtiments, remplacement d'un tas de choses, et puis aussi investissement dans la production d'énergie photovoltaïque et thermique. Mais très vite, on en est arrivé au constat que cette transition énergétique, c'était l'affaire de tous et pas que des élus. Et que si on voulait vraiment appuyer sur l'accélérateur, parce que c'est clair, nous sommes dans l'urgence maintenant, et il ne faut pas forcément trop attendre à faire les choses. Je suis même partisan maintenant aujourd'hui, mais ce n'est pas dans ma nature, mais d'un peu de radicalité pour accélérer un peu les choses. On l'a fait déjà pendant le mandat électif. Très vite, on a coupé l'éclairage pendant un moment, et ça n'était pas forcément bien perçu parce qu'on allait peut-être plus vite que les gens. Mais bon, aujourd'hui, les survoltés, c'est né de ça. C'est né d'un constat en disant c'est l'affaire de tous, donc il faut absolument qu'on mette autour de la table les citoyens, les entreprises, etc. et des élus, pourquoi pas, mais pour créer une structure qui regroupe tout le monde et qui se prenne à bras-le-corps pour aller vers d'abord la sobriété, c'est la priorité des priorités, la sobriété énergétique, et aussi bien sûr, puisqu'on aura malgré tout besoin d'énergie, en espérant qu'on arrivera à baisser nos besoins, il faut savoir comment on va la produire sans nous tirer une balle dans le pied, parce qu'en fait, il s'agit de la survie de l'humanité dans cette histoire. Et quels sont les types de projets que vous avez menés depuis la création de cette coopérative, rapidement? Alors, cette coopérative, elle a été un petit peu freinée dans son élan, puisqu'elle a démarré juste avant cette période un peu pourrave là, de choc sanitaire. Là. Donc, ça a été compliqué à mobiliser pendant les 3 années passées. Là, on est en train d'être un peu, pas victime du succès, au contraire, mais d'essaimer pas mal vers plein de projets, en fait, et des réalisations aussi. On a déjà une unité de production, on en a une deuxième où ça a capoté sur les toits de l'EHPAD de Guipel, mais on est maintenant sollicité et on démarre une deuxième installation sur la commune de Fasse. Et survolté, c'est pas Guipel, c'est vraiment un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on veut vraiment agir sur un territoire pas trop grand, mais à dimension humaine, c'est-à-dire peut-être 2-3 communautés de communes, parce que on a besoin d'une certaine dimension de structure pour arriver à l'équilibre financier aussi, et puis à avoir des projets qui sont significatifs. Voilà, aujourd'hui, les survoltés, c'est à peu près une centaine de personnes. J'en ai pris la présidence il y a juste 2 mois, mais depuis que ça existe, moi je m'étais plutôt mis en retrait parce que j'étais élu et je voulais pas non plus que ce soit l'affaire des élus, mais que ce soit d'abord les citoyens. Investi dans votre commune, Monsieur Roger, c'est ça. Allez, si un jour vous vous rendez à Guipel, chers téléspectateurs, vous croiserez forcément la route du canal d'Illérance. On vous propose une petite visite guidée le long du plus ancien canal artificiel de Bretagne. Regardez. De Rennes pour rallier Dinan. Le canal d'Illérance, le plus ancien de Bretagne. Notre guide, Philippe Coupy. Il est l'auteur du guide du routard à vélo. On a ce très joli petit canal d'Illérance et donc je vous emmène au joli village de Saint-Grégoire. Après quelques coups de pédale, les rives deviennent plus sauvages. Ce canal est un éloge de la lenteur. Une voie verte, idéale pour les familles. On se balade à 15 km/h, ça laisse le temps d'être
de pouvoir apprécier, de s'arrêter. Et puis on s'arrête régulièrement pour boire un coup, discuter. Le canal fait 85 km de long. Sur le parcours, première étape, Saint-Grégoire, à 5 km. Philippe Coupy nous fait découvrir l'un de ses lieux préférés. Nous voici ici devant le moulin de Saint-Grégoire, qui est un moulin du XVe siècle. C'est un moulin où on fabriquait la farine. Et donc c'est un endroit où on faisait le pain également. Donc c'était l'objet de grandes ripailles locales où on buvait du chouchen. Voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles on a choisi cet itinéraire. C'est qu'on a comme ça des pépites à chaque virage du canal d'Île-et-Rance. 48 écluses jalonnent cette voie d'eau bucolique, ouverte à la navigation en 1832. Patrick Mellet est éclusier depuis 17 ans. Vous en avez beaucoup de bateaux comme ça? Alors malheureusement, on est en baisse de fréquentation au fil des années. Et c'est bien dommage parce que c'est agréable. Aujourd'hui, les gestes ont un peu changé, car l'écluse est devenue semi-automatique. Donc on va ouvrir par un système de boîtier à commande. Quand le niveau d'eau sera identique des deux côtés aval, on va ouvrir les portes, mais là, ce sera en manuel. Ici, on prend son temps. On regarde défiler le paysage. À Saint-Germain-sur-Île, le canal devient plus sage et moins sinueux. Cette famille, épuisée après 4 heures de route, va dormir dans ce bateau. 40 € par personne pour une nuit. Il y a quoi au menu ce soir? Des pâtes, parce que les sportifs mangent des pâtes. Pour dénicher ses bons plans, Philippe Coupy va à la rencontre des habitants, des offices de tourisme et laisse aussi une place à l'imprévu. Je vais arriver au bon endroit et je vais découvrir une adresse qui est spécialement intéressante pour les touristes à vélo. Parmi les coups de cœur de Philippe Coupy, l'exposition de cet artiste qui crée ses sculptures à l'écluse de Boutron. Ou cette ancienne maison d'éclusier transformée en salon de thé pour les sportifs assoiffés. À Aidé-Bazouge, on a une de ces charmantes petites maisons éclusières qui est s'est transformée en étape accueil vélo. Donc c'est à la fois une boutique, un bar, un salon de thé, il y a même de l'hébergement. Dernière étape avec notre guide, arrivé à Dinan pour la fin d'une belle balade. Le canal se termine dans ce majestueux estuaire de la Rance qui se jette dans la Manche. Voilà pour ce reportage. Vous le considérez comme un petit trésor, ce canal d'Île-et-Rance, Damien Scouette? Ouais, c'est une chance d'avoir une installation de ce type sur la commune, notamment pour faire des animations en extérieur, comme nous cet été ou les escales curieuses en septembre. Ça offre un cadre qui est forcément favorable à la culture, aux échanges, à la détente et à la balade, tout simplement, quoi. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Peut-être, quel est l'endroit que vous affectionnez le plus à Guipel? Isabelle Joucansan, nous livrer forcément vos secrets. On vient d'en parler. Le spot de Guipel, c'est l'espace de la Plousière, au bord du canal, où effectivement, il se tient plein de choses. C'est aussi un lieu pour les sportifs, la marche à pied, le vélo. Donc, vraiment, c'est le lieu des Guipellois pour aller se balader en famille, aller rencontrer des copains quand il y a les guinguettes, quand il y a les escales qui tiennent des spectacles au bord de l'eau. Christian Roger, très très court, votre coup de cœur à Guipel, en quelques mots. En quelques mots, je ne vais pas dire le canal, malgré que j'habite au bord du canal en ce moment, donc c'est ça, mais il y a un deuxième coup de cœur quand même dans Guipel, qui est ce bourg perché sur deux vallées, dont une qui est majestueuse, qui est la vallée verte, qui est maintenant beaucoup plus connue des Guipellois, puisqu'on l'a un petit peu aménagée. Elle est sanctuarisée, refuge LPO et tout. Et c'est vraiment un lieu de balade où on se ressource. C'est noté, monsieur Christian Roger. Hassan Jadek, le dernier mot vous revient. Votre lieu à ne pas manquer?
Les chemins creux pour les promenades, il y en a énormément. Il faut encore les aménager et dégager. Merci. Il y en a beaucoup qui sont bouchés, mais c'est super. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci Thibaut Villemain d'avoir été des nôtres. Salutations aux Guipellois qui nous regardent ce matin. Pour les autres, j'espère que ça vous a donné envie de passer une tête à Guipel et plus si affinité. Demain, on partira direction le Morbihan à Brec. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée sur France 3 Bretagne.